Je vais vous proposer une réflexion qui a pour titre économique et social un changement de perspective et de philosophie est-elle concevable? J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une réflexion avec un ensemble de questions que je souhaite partager avec vous. J'espère que vous m'entendrez mieux comme ça. Je vais commencer par citer notre Premier ministre. Jean-Marc Ayrault affirmait donc au Conseil des ministres le 22 août dernier que notre cap, c'est le redressement du pays dans la justice pour une société réconciliée, confiante dans son avenir, désireuse de se battre pour retrouver croissance et emploi et de préserver notre modèle social et républicain. Il précisait tout de suite que le redressement passe d'abord par celui des comptes publics. Cette option de redressement est déjà mise en œuvre dans le collectif budgétaire de juillet. Elle fonde aussi les orientations pour les finances publiques pour les années à venir et le retour du déficit public à 3% du PIB en 2013 et à l'équilibre en 2017. Ça englobe l'État, les collectivités publiques et les organismes de protection sociale. Ce qui veut dire très clairement que même si les priorités sociales étaient majeures dans la campagne présidentielle, leur réalisation est à l'épreuve aujourd'hui de la contrainte économique, j'ai envie de dire bien évidemment. Donc l'enjeu des arbitrages à rendre pour faire émerger les priorités sociales va donc être central. L'adresse, dans son rapport de juillet 2012, montre que la protection sociale joue un rôle de stabilisateur économique et de soutien à la croissance. Elle a, au cours de la récession 2008-2009, dit l'adresse, permis de limiter la dégradation du revenu des ménages. Pour l'UNIOPS, au-delà même de cette fonction de soutien aux revenus, la protection sociale est plus qu'un coût aussi. Elle est une composante à part entière de la cohésion sociale. Cette option pour la protection sociale, comme composante de la cohésion sociale, est pour nous une option de fond qui ne s'inscrit absolument pas dans le manichéisme des clivages politiciens. Je vais me situer dans cette perspective et vous proposer un questionnement sur les rapports entre l'économique et le social à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est bien évidemment prendre la mesure du contexte, puisqu'il va peser sur nous, c'est un contexte économique très difficile. Le deuxième niveau, c'est le choix de ne pas s'en tenir à cette contrainte, adopter d'autres entrées pour faire émerger et laisser place aux priorités sociales. Le troisième niveau, ce sera celui du rôle politique des associations, très concrètement, car les rapports entre l'économique et le social sont affaires de politique concrète des associations autant que de politique globale. Alors, premier temps, face aux contraintes économiques, il y a de faibles marges de manœuvre pour conforter le modèle social. En résumé, les difficultés économiques pèsent sur les recettes de la protection sociale, les charges sociales, sur les salaires, les recettes fiscales, et imposent une régulation stricte des interventions, les dépenses de la protection sociale. Les interventions à construire, les nouvelles interventions à construire, sont d'emblée renvoyées à l'impasse supposée des financements. L'ensemble renvoie en fait au débat de la soutenabilité du modèle social, c'est-à-dire ce que l'économie peut supporter, mais aussi au-delà de cette question de la part de la richesse que l'on affecte à la protection sociale, en amont, ce que le corps social considère comme souhaitable et comme juste. Alors, quelles sont ces contraintes? Opter pour le redressement des finances publiques dans une conjoncture difficile est une équation budgétaire extrêmement difficile. C'est ce que nous avons pu tous observer en lisant la presse et en écoutant les débats qu'ont suscité les déclarations du Premier ministre et du chef de l'État très récemment. La zone euro est sous tension, nous le savons tous, dans le prolongement de la crise de 2008. L'évolution des dettes souveraines est l'un des principaux aléas qui peut peser sur le redressement de la situation européenne et les freins au démarrage de l'économie mondiale demeurent importants. La France, elle, se situe dans une situation intermédiaire, avec des indicateurs économiques qui sont au rouge, le taux de chômage qui serait à plus de 10% à la fin de l'année et qui, selon l'INSEE, se rapprocherait de son niveau historique de 97. La croissance est atone, le gouvernement vient de baisser ses prévisions pour 2013 et pour 2012, comme il l'avait déjà fait en juillet, il vient de le confirmer encore. Donc on aurait une croissance inférieure à 1% en 2013, on n'est pas en récession, mais néanmoins la croissance est totalement insuffisante pour produire d'elle-même le redressement des comptes publics. Vont de pair avec cette situation la faiblesse de la consommation des ménages, le pouvoir d'achat, la confiance sont en berne, le repli de l'investissement des entreprises et la dégradation du climat des affaires dans l'industrie comme dans les services.
tangent, le commerce extérieur peut redémarrer si la France se trouve dans une configuration favorable liée à la situation de l'euro, liée à la reprise de la demande chez les pays émergents, mais tout ça est hypothétique. Dans ce contexte, le pacte européen pour la croissance et l'emploi, qui a été adopté par le Conseil européen à la fin du mois de juin, choisit d'affecter des ressources à la relance de l'économie. Vous voyez qu'il va être débattu ces jours-ci, ces temps-ci, par le Parlement en France. De fortes hypothèques en découlent. La question est de savoir si effectivement la croissance va pouvoir redémarrer et si effectivement ce soutien à l'activité et à l'emploi va être opérant. C'est un vrai débat et en tout cas cela obère les perspectives de redressement de notre économie et cela accentue la pression sur nos comptes publics. En France, néanmoins, dans ce contexte, le retour à l'équilibre des comptes publics demeure programmé. Le gouvernement tape sur la relance de l'activité, le redémarrage, et sur le redressement des comptes publics, tout en même temps avec un très gros effort qui va peser sur les recettes et sur les dépenses, donc recherche de nouvelles recettes fiscales et gros efforts de réduction des dépenses. Cet effort est programmé jusque 2017. On verra qu'il va peser très fortement dès 2012 et 2013. Il va concerner l'ensemble des grandes institutions qui nous financent, les collectivités publiques, mais aussi la protection sociale. On a déjà eu un aperçu de cet effort de redressement et de sa teneur. En juillet 2012 ont été engagées les premières mesures de redressement. Pas de TVA sociale, fin de l'exonération de charges sur les heures supplémentaires, différentes mesures d'élargissement de l'impôt pour engager une première étape de la réforme fiscale. Et parallèlement, un tour de vis supplémentaire sur les dépenses, on a pu le voir notamment du côté des dépenses de l'État. Pour 2013 et au-delà, il s'agit bien d'un effort structurel supplémentaire qui avait été annoncé plus ou moins par la Cour des comptes par le rapport du gouvernement au Parlement en juillet, et ça a été confirmé par les annonces très récentes du chef de l'État. L'enjeu des arbitrages à rendre pour préserver les priorités sociales va être d'autant plus important et va d'autant plus supposer la mobilisation de notre secteur. Qu'est-ce que vont devenir les priorités pour la jeunesse, la lutte contre l'exclusion, l'accès aux soins, les réponses face au handicap qui vont être à l'épreuve de la contrainte budgétaire. Premier élément de préoccupation, plutôt de mobilisation pour nous, la protection sociale. La conférence sociale de juillet a posé le principe d'une réforme du financement de la protection sociale avec la solidarité comme valeur forte dont l'État est le garant au cœur du pacte républicain. C'est une annonce forte, donc en termes de cap, nous pouvons être rassurés. Elle sera débattue avec les partenaires sociaux en vue de décision à la fin du premier trimestre 2013. Tout cela va venir très vite. La nouvelle étape de réforme engagée devrait porter sur le système des retraites, la dépendance, le système de santé, la situation des plus fragiles et les personnes handicapées. Il faut peut-être se souvenir qu'au cours de la décennie passée, de nombreuses et profondes réformes ont été engagées au sujet de la protection sociale. Elles ont remodelé le financement de la protection sociale avec un prélèvement sur les revenus du travail qui demeure majeur, mais qui petit à petit a été complété par des prélèvements sur les revenus du capital, du patrimoine. Un prélèvement par les charges sociales donc, qui demeure très important, majeur, mais un financement par la fiscalité qui petit à petit a émergé. Donc ces réformes de la structure de financement ont été engagées. Les réformes de la protection sociale ont aussi introduit la maîtrise des dépenses. On pourra voir, par quelques aperçus tout à l'heure, que cette maîtrise de dépenses est opérante dans bien des champs de la protection sociale et en particulier dans le domaine de la sécurité sociale. Elles ont aussi instauré des processus d'anticipation, de pilotage qui ont permis d'apporter des réponses aux grandes évolutions structurelles comme le vieillissement de la population ou les attentes du corps social en matière de santé. Et enfin, elles ont profondément réformé la gouvernance qui a progressivement renforcé le contrôle de l'État et du Parlement sur les orientations et les dépenses de la protection sociale. Nous ne commencerons donc pas, bien évidemment, cette nouvelle étape de la protection sociale. Nous passons à une étape supplémentaire dans un processus au long cours. Il va falloir trouver des réponses nouvelles face à des aléas de la conjoncture qui sont évidents. Il va falloir continuer la construction dans une approche structurelle. Le contexte demeure problématique en termes d'équilibre. Les déficits de la sécurité sociale sont en baisse, mais sont encore très élevés. Cela s'explique assez largement par l'insuffisance des recettes liées à l'insuffisance de la masse salariale sur laquelle elles sont principalement assises et sur l'insuffisance aussi de l'assise sur l'activité pour ce qui concerne la part fiscalisée. Les déficits qui avaient
considérablement réduits jusqu'à la crise, ont à nouveau augmenté. Le déficit actuel de la sécurité sociale se situe autour de 20 milliards d'euros. Il est 2 fois supérieur au palier qui avait été atteint avant la crise. Mais j'insiste sur le fait que ces déficits ne sont pas le fait d'un dérapage des dépenses, ils sont le fait d'une insuffisance des recettes. C'est le rapport de la Cour des comptes qui l'établit, c'est le rapport aussi de la Commission des comptes de la sécurité sociale qui le met en évidence. Pour citer quelques exemples fondamentaux, les prestations de retraite, après des augmentations en volume de plus de 6% en moyenne sur 2004-2008, avec l'arrivée à l'âge de la retraite des générations du baby-boom et la montée en charge du dispositif de retraite anticipée, amorcent actuellement une inflexion depuis 2009, avec la mise en œuvre de la réforme des retraites, le relèvement de l'âge de départ à la retraite. La réforme des retraites est à parfaire, bien évidemment, mais elle est engagée. Face aux enjeux démographiques, il faut encore construire une réponse structurelle pour la dépendance. L'ONDAM, en ce qui concerne les dépenses de l'assurance maladie, a été inférieur aux objectifs en 2011. Il devrait être respecté en 2012. Dans ce domaine aussi, la maîtrise des dépenses, globalement, a été opérée. Du côté des prestations familiales, de même, des mesures d'économie ont été prises. Au sujet des allocations familiales, avec un décalage par exemple de la revalorisation de ces allocations qui a été introduit par la loi de finances de la sécurité sociale pour 2012, mais aussi avec le ralentissement de la montée en charge de la PAJE, la prestation d'accueil des jeunes enfants, qui atteint son niveau visé. Donc, il faut encore aujourd'hui penser aux modalités pour financer le service public de la petite enfance s'il est effectivement mis en œuvre par le gouvernement qui en avait annoncé la perspective. Donc vous voyez, je vais très vite, mais on pourrait creuser en étudiant des rapports très pointus que j'ai cités tout à l'heure, le cap structurel très important d'une maîtrise des dépenses qui a été lancé il y a plusieurs années, voire décennies, il est passé. On a mis en place la maîtrise des dépenses, on a un problème à résoudre qui est celui du financement de la protection sociale avec les aléas de la conjoncture, donc des réponses sont à trouver à ce sujet. L'enjeu central de l'emploi demeure bien évidemment. Le chômage produit des dépenses supplémentaires pour l'assurance chômage et produit bien évidemment une insuffisance des recettes puisque les recettes de la sécurité sociale et de la protection sociale en général sont largement assises sur l'emploi. Maîtrise des dépenses, nouvelles interventions ciblées, débat sur la dépendance, conférence sur la lutte contre les exclusions, ces chantiers seront à l'ordre du jour de la conférence sociale et des solutions attendues à court terme. En ce qui concerne le financement, le débat va certainement se focaliser sur la hausse de la CSG et sur la poursuite de l'assiette des prélèvements. Donc on voit bien que toute cette mécanique de stabilisation de la protection sociale qui vise à conforter le modèle social et le développer encore lorsque c'est nécessaire. Toute cette mécanique est à l'œuvre, elle va très rapidement déboucher sur des réflexions. Nous allons y participer, nous allons y prendre part. Du côté de l'État maintenant, la poursuite de l'effort de redressement est engagée. Le déficit avait été ramené à 58 milliards en 2011, en baisse par rapport à 2010 et 2009, après l'arrêt du plan de relance qui avait été engagé suite à la crise de 2008. Mais aucune mesure aucun ralentissement ne peut être attendu dans la maîtrise des dépenses. Ce qui était annoncé par le chef de l'État, qui était prévisible d'après les annonces faites déjà en juillet, c'est un effort en recettes et un effort en maîtrise des dépenses, en réduction des dépenses. L'effort devrait porter très lourdement sur 2013, avec moins 7% des interventions de l'État annoncées par le chef de l'État, le chef du gouvernement, moins 4% encore pour 2014 et moins 4% encore pour 2015, avec des priorités générales, des priorités qui vont donc être à l'épreuve, des économies sur la masse salariale, sur les crédits d'intervention, sur l'investissement. Ça supposera donc que nous soyons très vigilants sur les conséquences que tout cela peut avoir sur les lignes de crédit qui financent les CHRS, l'hébergement d'urgence, le financement de la protection judiciaire de la jeunesse, le DLA, tous les crédits qui sont importants pour les activités sociales dans notre secteur notamment. Pour terminer ce panorama, je ferai une brève présentation au sujet de la situation des départements, puisque M. Hardy reviendra longuement tout à l'heure. Les départements sont sous tension. Certes, leur équilibre petit à petit se construit, mais comme le souligne très clairement le rapport de la Cour des comptes, ils sont en étau entre des dépenses rigides marquées par une forte hausse dans le domaine social, notamment pour ce qui concerne les 3 allocations universelles de solidarité que sont le RSA,
l'APS et la PCH, et des ressources cycliques dont l'adossement aux compétences transférées ne garantit pas le même dynamisme. Ça, c'est la Cour des comptes qui le dit elle-même. L'audace elle-même va dans le même sens et souligne que les dépenses sont tirées à la hausse, bien évidemment par le RSA et par l'intervention en direction des personnes âgées, mais aussi par les interventions en direction des personnes handicapées, ce qui pourrait avoir été occulté par le débat peut-être plus visible de la question du RSA. Alors l'audace pointe aussi la question de la répartition de l'effort entre l'État et les départements et l'impact dévastateur sur les finances locales de la complexité du paysage administratif. Donc je ne veux pas avoir par cette approche finalement un regard totalement négatif et totalement économiste, mais il est important de prendre la mesure de cette situation qui va nous amener à nous prononcer sur les arbitrages et à la place que pourront tenir les priorités sociales. Donc, parallèlement à la recherche des nouvelles recettes, qui va être engagée avec la réforme de la fiscalité, pour le financer les interventions publiques en général, dont celle de la protection sociale, aucune pause n'est à attendre dans la maîtrise des dépenses. Les choix de politique sociale pour les réponses existantes et encore plus pour les réponses à construire seront placés sous tension, ce qui nous amène à nous mobiliser sur les conséquences que cela peut avoir pour le secteur associatif et bien évidemment plus en amont encore pour les activités auprès des personnes pour lesquelles les associations travaillent dans le champ social. Comment se situer dans ces enjeux? J'en arrive à la deuxième partie de ma proposition. Alors, pour réarticuler autrement économique et social, je vais proposer 3 niveaux d'analyse et d'intervention, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'analyser, mais aussi de voir comment agir. Le niveau de la conception même des politiques sociales, le niveau des politiques de régulation de notre secteur, et enfin le niveau du statut des acteurs, qui agit comment, selon quels critères. Tout d'abord, agir au niveau de la conception même des politiques sociales est une question de cap. Avoir bien évidemment conscience des contraintes économiques qui pèsent sur le modèle social n'interdit pas, bien au contraire, d'affirmer une visée sociale. Affirmer la perspective, c'est une nécessité pour choisir les priorités et affecter les moyens. D'ailleurs, affirmer une philosophie n'est pas nécessairement générateur de coûts. C'est un peu ce que fait la plateforme de l'UNIOPS, qui affirme que la cohésion sociale est une priorité pour la société. Cette plateforme est celle que nous avons mise dans le débat public au moment de la campagne pour les élections présidentielles. Je vais vous en lire quelques extraits, non pas toute la plateforme bien évidemment, rassurez-vous, mais simplement des éléments de philosophie générale. La cohésion sociale est une priorité pour la société. Cela veut dire, pour cette plateforme, que la société est un bien commun dont la finalité doit être l'homme et non la richesse, la participation de tous plutôt que l'exclusion et la division. Cette société à construire suppose un projet pour vivre ensemble dans lequel chacun puisse se reconnaître, être reconnu et s'impliquer. Ce défi pour les années à venir concerne tout à la fois les rapports entre l'économie et la société, les fondements du lien social, le rôle de la protection sociale, la conception des politiques publiques et le fonctionnement même de la démocratie. En termes de philosophie générale, cette plateforme précise aussi ce défi ne pourrait être relevé qu'à la condition de redonner du sens aux politiques sociales en affirmant des choix clairs en matière d'éducation, de santé, de logement, de famille, d'emploi, donc en termes de politiques structurelles qui permettent la cohésion sociale et pas seulement en termes d'intervention de la protection sociale. Et quand bien même le retour à la croissance doit être recherché, les politiques sociales ne peuvent être sacrifiées aux impératifs économiques. Les politiques doivent sortir de la gestion des risques sociaux, elles doivent prendre en compte les nouveaux enjeux de société, elles doivent être conduites de manière transversale afin de servir les personnes dans la totalité de leurs besoins. Elles doivent accorder toute priorité à la situation des plus fragiles afin de favoriser et d'accompagner leur intégration à part entière au sein de la société. C'est le texte même de la plateforme qui a été publié par l'UNIOPS en juin dernier. Il s'agit autrement dit de promouvoir une société d'inclusion avec plusieurs priorités pour les politiques publiques. Inscrire la lutte contre la pauvreté au rang de priorité politique. Nous avons demandé notamment un programme pluriannuel et interministériel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, dont le débat, fort heureusement, est programmé à l'automne. Cela touche le RSA, bien évidemment, dont les modalités doivent être améliorées. Ça touche aussi, de manière structurelle, toute la politique de logement, qui se situe en amont en termes de génération ou d'absence de génération de phénomènes d'exclusion.
Construire une politique d'investissement pour l'enfance, la jeunesse et la famille. Face à la précarisation grandissante des familles, dont les enfants et les jeunes sont les premières victimes, cette plateforme affirme l'urgence d'une politique globale de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, qui garantisse un accès de tous aux droits fondamentaux reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette politique doit permettre l'accès du plus grand nombre à l'éducation, puis à l'autonomie et à l'émancipation. Donc là encore, on se situe en amont, la cohésion sociale, comme résultant d'un certain nombre de facteurs d'appartenance, d'inclusion dans la société, bien avant donc de réfléchir à comment on répare les phénomènes d'exclusion. Mettre en œuvre le principe d'inclusion dans la société des personnes handicapées. Là, il s'agit de rattraper le retard pris dans la mise en œuvre de la loi de 2005, de parfaire ce qui a été inscrit. Il s'agit de répondre à la problématique de la dépendance, qui n'a pas encore trouvé de solution structurelle. Il s'agit aussi d'améliorer la cohérence du pilotage sur les territoires, puisque nous savons que dans ce domaine, malgré les efforts engagés avec la création des maisons des personnes handicapées, il y a encore des améliorations à apporter. Compenser la perte d'autonomie avec la nécessaire mise en place d'un droit universel à la compensation de la perte d'autonomie. Je n'y reviens pas, c'est une demande récurrente de l'UNIOPS et un débat qui est ouvert, probablement dans les prochains mois. Mais au-delà de cette demande de réponse en termes de réponse structurelle dans le cadre de la protection sociale, il y a des réponses en termes d'organisation et de régulation que nous demandons. Par exemple, nous demandons que les services aux personnes fragiles ne soient pas régulés par le marché, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire l'objet d'une régulation spécifique qui prenne en compte les critères, les enjeux en termes de besoins sociaux, en termes de qualité sociale et pas en termes de performance économique comme une entreprise lambda le ferait. Tout ceci, finalement, conduit à demander de compléter les réponses qui constituent le modèle social et de conforter la protection sociale et son socle solidaire. Ces orientations ont un coût, à l'évidence, il ne s'agit pas de le nier. Mais certaines réponses qui sont attendues par le corps social doivent être organisées. C'est le cas, par exemple, de la réponse en termes de perte d'autonomie. Sachant que les ressources seront nécessairement prélevées sur l'économie, la question est celle des choix, comme plus généralement en matière de réponse au vieillissement. On voit le débat là sur le système de retraite qui est également en jeu. Répartition ou capitalisation, réponse collective ou réponse individuelle, relève de conception de la justice sociale avant de relever de mécanismes économiques. C'est tout le débat de la réforme du système fiscal dont le volet devrait directement concerner la protection sociale. On voit bien donc qu'il ne s'agit pas juste de dire que l'on peut ou que l'on ne peut pas financer. Il s'agit de se réaffirmer au nom de quel principe de justice, en amont de la cohésion sociale, on va se prononcer pour rechercher ensuite des solutions qui vont mobiliser les techniques économiques. D'autres orientations en termes de cohésion sociale sont plus prospectives, comme les orientations pour la jeunesse. Elles supposent d'argumenter la protection sociale comme un investissement social. D'autres encore supposent de peser sur les représentations, parce que des représentations fausses vont souvent peser fortement sur le débat. Le RSA, par exemple, et l'ensemble des crédits de lutte contre la pauvreté sont une composante mineure dans l'ensemble des coûts de la protection sociale, mais ils sont souvent appréhendés comme un point majeur des déséquilibres. Or, c'est totalement faux. Il semble indispensable de déplacer le débat sur l'ensemble des conditions de la cohésion sociale et ne pas le laisser focaliser sur des segments de dépenses et de représentations fausses à leur sujet. C'est vraiment l'optique dans laquelle se situent les interventions de l'UNIOPS dans la plateforme de juin et dans ce qui va être porté dans le débat au cours des prochains mois. Deuxième niveau, agir au niveau du pilotage du système, autrement dit des modes de régulation, suppose de peser sur les effets des choix opérés au cours de ces dernières années et d'en tirer les conséquences. Avec des questions essentielles. Les réformes ont-elles permis effectivement de mieux répartir les moyens en fonction des priorités sociales et de la qualité des réponses ? Un tournant est-il souhaitable, possible pour infléchir les choix qui ont porté une régulation mécaniste et descendante? Ces questions sont posées. La plateforme de l'UNIOPS a pris position sur les principes généraux en termes de pilotage du système, de place des personnes, de conduite des politiques sociales. Je vais en reprendre quelques extraits, encore une fois, très brièvement. Assurer un pilotage équitable du système de santé et garantir l'accès aux soins de tous. Ça demeure une priorité. Cette priorité n'est pas nécessairement tout à fait satisfaite à l'heure actuelle. Préserver la dignité des personnes, c'est-à-dire les associer à la construction des politiques et à l'organisation des réponses. Améliorer la participation des usagers et des bénéficiaires. C'est un mouvement qui a été engagé, comme nous le savons tous. Où en sommes-nous? Que faut-il encore construire?
Organiser la transversalité des politiques sociales. Que peut-on faire de mieux au niveau national comme au niveau territorial pour que cette transversalité soit plus opérante? Revitaliser les principes de transparence et de concertation dans la construction des politiques sociales. Bâtir avec les citoyens une Europe des solidarités. Ces grands principes, que je ne décline pas ici, je crois que nous voyons tous ce qu'ils recouvrent, nous renvoient à la question des choix qui peuvent être faits aujourd'hui. Une meilleure articulation entre visée sociale et logique économique suppose, en définitive, de réintervenir dans l'ensemble des points de cette régulation, avec des questions essentielles. Il faut consolider la place de l'usager et la prise en compte de ses besoins. Des avancées, certes, mais encore des limites. Il faut conforter l'observation sociale en amont du pilotage de l'offre. Que sont devenues les plateformes de l'observation sociale, qui étaient une avancée très importante? Est-ce qu'elles peuvent être véritablement consolidées, confortées? Avec quel pilotage? Revoir la mécanique des appels à projets, où le mieux-disant social et l'innovation sociale semblent insuffisamment reconnus. Éviter l'amalgame entre évaluation de la qualité et mesure de la performance. Revenir sur la chaîne des mécanismes qui relient contractualisation et tarification pour avoir en sortie un meilleur résultat en termes d'allocation des moyens, là où il y a plus de besoins sociaux et là où il y a une meilleure qualité sociale. Enfin, troisième niveau, le statut des acteurs. La plateforme de l'UNOPS insiste pour qu'on ne banalise pas cette question du statut des acteurs et pour que l'on prenne véritablement en compte la singularité des réponses du non lucratif de solidarité, que l'on reconnaisse mieux l'économie sociale et solidaire et que l'on reconnaisse mieux les associations, non pas comme prestataires, mais comme acteurs politiques citoyens, avant d'être acteurs économiques. J'ai balayé très rapidement ces enjeux au regard de la plateforme que l'UNOPS a rédigée pour les élections présidentielles et qu'elle va porter dans le débat public dans les mois qui viennent, à nouveau. Je vais simplement terminer cette proposition de réflexion par un dernier temps sur le rôle politique des associations. Parce que, en fait, on ne peut pas poser la question de l'articulation entre l'économique et le social sans regarder en quoi cette question concerne les associations, non pas en tant qu'opérateurs, mais en tant qu'acteurs politiques. Parce que faire émerger les priorités sociales, malgré les exigences économiques, doit, selon nous, résister au risque de réduction prestataire et, en cela, mobiliser la politique associative. Alors, comment? Cela consiste, selon nous, tout d'abord, à réaffirmer qu'on ne peut pas dissocier l'action dans l'espace public en termes de construction de politique publique et l'action en tant qu'acteur dans la société. L'hypothèse est ici que le fait d'être praticien de l'action sociale n'est pas déconnecté de la capacité à agir en politique et de penser la société. L'hypothèse est bien au contraire que ces niveaux sont interactifs. Je me réfère ici aux axes fondamentaux de la mission de prospective de l'UNIOPS qui s'inscrit dans l'affiliation de Gaston Berger qui affirmait en 1958 que le rêve est le contraire du projet, car au lieu d'amorcer l'action, il nous en détourne. Mais il invitait par là même à considérer l'avenir non comme une chose déjà décidée, qui petit à petit se découvrirait à nous, mais comme une chose à faire, dont la nature dépendra à la fois de nos forces, de notre habileté, de notre courage et d'un certain nombre de circonstances que nous ne pourrons jamais prévoir dans tous leurs détails. Ça paraît un petit peu désuet, mais finalement, si on y réfléchit, c'est très très actuel. Donc la question est de savoir comment nous, petits acteurs, nous pouvons peser dans un jeu de systèmes imbriqués, complexes, qui nous paraissent extérieurs. Nous allons en fait plutôt faire l'hypothèse, enfin c'est celle que nous faisons à l'UNIOPS, que construire et concevoir l'avenir implique de mobiliser la strate du mouvement qui fédère des convictions, qui les exprime, qui les construit, la strate du politique qui nous amène finalement à agir dans l'échiquier politique et la strate de l'action qui nous permet d'être sur le quotidien et tout ce qu'il génère en termes de militance et de conception du social. Autrement dit, participer au mouvement de la société, nourrir le débat public, participer à la construction des politiques publiques, s'inscrit dans une dynamique qui relie par le projet politique le niveau micro et le niveau macro. L'UNIOPS, comme on a pu le voir, ou comme j'ai pu tenter de l'éclairer en citant sa plateforme, affirme une volonté d'acteur au sujet de la cohésion sociale, mais ces partis pris n'ont aucun sens s'ils ne sont pas articulés avec le rôle que tiennent les associations qui s'impliquent concrètement sur le terrain de l'action sociale, médico-sociale et de la santé. Autrement dit, la fonction prospective politique des organisations fêtières, dont l'UNIOPS fait partie avec d'autres, est totalement liée à
la conception et au rôle politique que tiennent les associations, les acteurs sur le terrain, rôle politique et sociétal. Les témoignages que nous collectons auprès d'associations, puisque tout ça n'est pas que de la théorie, mais bien de l'ancrage dans l'observation et dans la pratique, sont nombreux et nous montrent qu'effectivement, de nombreuses associations s'impliquent dans une conception du social qu'elles mettent en œuvre et qui nous permettent de construire des orientations générales. Je vais simplement prendre un exemple. La plateforme sur l'enfance et la jeunesse que nous portons n'est pas sortie d'un chapeau ou d'un bureau. Elle est sortie de fédérations, d'associations, d'acteurs associatifs qui ont choisi de porter ce message d'une vision pour l'enfance et la jeunesse, qui n'est pas du tout un message limité à l'organisation de réponses techniques de prestataires pour la prise en charge des enfants en difficulté sur le terrain. C'est bien une visée sociétale portée par le terrain qui est, si je peux m'exprimer ainsi, remontée pour construire un positionnement politique global en termes de cohésion sociale. Alors bien évidemment, on ne peut pas amalgamer le rôle de toutes les associations et affirmer que chaque association, toute association a un rôle politique, puisque chacune a son rôle, son ancrage, ses spécificités, mais il s'agit plutôt de raisonner en termes de visée et de logique générale à cultiver. Je me propose dans cette approche-là d'affirmer que la dimension instituante, c'est-à-dire la conception du bien commun que peut révéler la mécanique associative, est fondamentale. L'action dans la société relève de conceptions propres de l'association qui vont inscrire son projet dans une conception plus ou moins ouverte du rapport à l'environnement, dans une visée plus ou moins transformatrice de l'ordre social. C'est la signature politique du projet de l'association. Une activité de soins, par exemple, peut être abordée simplement comme un service, la relation, le soin, le care, ou comme l'inscription dans une politique publique, la santé publique, ou bien encore, plus largement, au niveau des conceptions même de la société, comme une orientation pour la société, la lutte contre les inégalités dans l'accès aux soins. L'institution, au sens de démarche instituante, est cette double dynamique d'internalisation des enjeux sociétaux et d'externalisation de la volonté de changement au nom des idéaux associatifs. Cette dimension instituante, elle suppose une régulation forte et un lien entre l'espace public particulier, c'est-à-dire la conception du bien commun que porte l'association, et l'espace d'activité. L'affirmation d'une logique politique suppose que la finalité prime sur l'organisation des activités. Cela va reposer sur la culture de l'association, sur les interactions entre les acteurs qui la composent, sur le projet qu'elle porte, sur sa relation à l'environnement. La culture légitime les interactions entre acteurs, porte le projet et rend visible l'action dans la société et permet de lui donner sens. La dimension mouvement dans l'association est une sorte de degré dans cette acception du rôle politique de l'association. Elle peut être abordée comme la capacité à s'inscrire dans une dynamique de transformation de la société que l'on peut rapprocher des conduites d'historicité que décrivait Alain Touraine. Le rapport à l'environnement, notamment, traduit cette visée de transformation sociale qui relève de la dimension mouvement. C'est à ce niveau que se joue la capacité à penser le social, la visée, en amont du modèle économique et de la prestation rendue. Nous avons une véritable réflexion à porter à ce niveau-là. Le principal ressort des associations mouvements, c'est la militance de leurs membres, l'engagement de leurs parties prenantes, dont la contribution au mouvement de la société ne peut être analysée en termes de rôle statutaire, celui de l'administrateur, celui du bénévole. Il relève d'une subjectivité que l'individu affirme, entre autres, dans l'association. Autrement dit, le mouvement, c'est la mobilisation de sujets engagés. Il ne peut pas être enfermé dans des rôles, dans la structure de l'association. Il traverse, il déborde l'association, il prend appui sur des acteurs multiples, des individus, des collectifs informels, des associations, des innovateurs divers, par lesquels ce mouvement se propage. Donc, si on veut participer de la transformation de la société, si on veut porter du social qui n'est pas réduit à l'économique, c'est fortement questionnant pour le fonctionnement associatif et c'est une forte opportunité pour redonner sens aux pratiques associatives, comme de nombreux collègues avec lesquels je discute de ce sujet-là le font dans les associations dont ils sont partie prenante. Des questions essentielles en découlent en pratique pour les associations, comme nous pouvons l'observer, au niveau des choix de gouvernance notamment, qui supposent de sortir du modèle classique HDCA bureau, au niveau de la politique des ressources humaines aussi, qui se déplace de la GRH, gestion des ressources humaines, pour aller vers la conception globale de rapports sociaux entre usagers, professionnels, bénévoles d'intervention, dirigeants bénévoles. C'est un véritable défi dans lequel nombre d'associations sont déjà engagées. Le mouvement questionne aussi l'organisation, le rôle des fédérations et des regroupements d'associations. La dimension mouvement de l'association et la dimension mouvement des associations comme un ensemble sont en interaction.
L'affirmation collective d'une intention politique conditionne la possibilité pour les associations de résister au courant qui les rabattrait à la fonction d'entreprise prestataire de services. Et dans le même temps, des associations effectivement porteuses d'un bien commun conditionnent la possibilité pour l'ensemble des associations impliquées de jouer un rôle politique autre que lobby, à savoir de construction d'une action collective dans l'intérêt général et non une action corporatiste pour promouvoir des intérêts particuliers, image qui malheureusement nous est parfois renvoyée par les observateurs extérieurs et nos interlocuteurs. Donc dans ce contexte d'incertitude, de recomposition du paysage associatif, nous sommes tous bien évidemment convaincus, nous savons que l'articulation, la coopération, le travail en commun, les organisations fêtières, fédérations, regroupements divers, sont fondamentales. Des questions clés, concrètement, nous sont posées quant à l'organisation collective des réponses sur les territoires, que met notamment en exergue la construction des coopérations dont cet après-midi nous pourrons reparler. L'association, en fait, dernier point, doit s'inscrire dans la diversité des acteurs du mouvement de la société. Parce que même si on arrive à affirmer leur rôle politique, il serait bien prétentieux de dire que les associations sont la figure de la société civile en mouvement. On a pu affirmer qu'elles faisaient partie intégrante, qu'elles étaient une composante vitale du corps intermédiaire, ce qui est vrai, ce qui correspond à toute une évolution très importante pour la démocratie au XVIIIe et au XXe siècle, au XVIIIe et au XIXe siècle. Au XXe siècle, on a beaucoup travaillé sur l'articulation entre démocratie représentative et démocratie participative. Actuellement, début du XXIe siècle, peut-être devrions-nous nous pencher véritablement sur la question de la société civile en mouvement, sur qu'elle recouvre et ce qu'elle suppose, cette société civile en mouvement, d'un rôle des associations, d'un rôle renouvelé des associations. Puisque certes, les associations sont une composante politique vivante, à cultiver, mais d'autres acteurs de la société civile ont émergé, se sont exprimés, les collectifs, les indignés, les think tanks, les acteurs individuels. Donc cette société civile en mouvement, elle est diverse, elle est plurielle, et les associations ont tout lieu de s'intégrer dans cette grande mouvance plutôt que de se situer comme la forme de la société civile. La forme consacrée de la société civile qu'elles ne sont pas, puisqu'elles en font partie, même si elles en sont une composante majeure. Voilà en gros ce questionnement que je voulais vous proposer sur l'articulation entre l'économique et le social. En résumé, les contraintes sont lourdes, les enjeux en termes de politique générale sont importants, mais il ne s'agit pas de considérer que tout ça nous est extérieur, au contraire, il s'agit de considérer que tout ça relève aussi des associations et de leurs mouvements. J'ai envie de conclure sur quelques mots-clés. Pessimisme de l'intelligence, c'est ce qu'on pourrait retenir quand on s'en tient aux contraintes, notamment aux contraintes économiques qu'il nous faut analyser, j'ai envie de dire froidement. Optimisme de la volonté, c'est plutôt le terrain des politiques sociales, des enjeux de cohésion sociale dans lesquels nous pouvons collectivement nous engager et nous mobiliser. Force des convictions, c'est tout le terrain de la pratique associative, de tout ce qu'elle recèle et de tout ce qu'elle peut permettre de remobiliser pour remonter au niveau supérieur, je mets des guillemets à tout ça, remonter supérieur, pour avoir un impact sur les orientations globales. Je vais citer sur ce que peut être cette alchimie, Robert Laffort, qui est le président du conseil de prospective de l'UNIOPS que j'ai la chance d'animer auprès de lui. Robert Laffort, dans un congrès de l'UNIOPS en 2007, qui avait pour titre son intervention « Parier sur la réforme », nous incitait à faire le pari de l'intelligence collective pour parvenir à agir malgré la masse des contraintes qui pèsent sur nous. C'est un peu avec ce pari de l'intelligence collective que je vais essayer de conclure, pour réarticuler autrement l'économique et le social, pour sortir de la nasse économique dans laquelle nous devons souvent rentrer nos priorités et nos visées sociales. Il n'y a, semble-t-il, pas d'autre pari possible que celui de cette intelligence collective, puisque personne ne peut apporter de réponse seule. C'est un petit peu le propos de chaque congrès de l'UNIOPS. En 2010 à Lyon, le thème était « Les solidarités à l'épreuve de la crise, intérêt général ou compétition ». En 2013 à Lille, les 23, 24 et 25 janvier, le thème sera « Cohésion sociale, solidarité, territoire, associations et projets à réinventer ». Je me permets donc de vous donner rendez-vous à Lille. J'espère que ce congrès sera aussi vivant que celui que nous avions pu construire ensemble à Marseille encore auparavant. Et j'espère que tous ces enjeux de l'économique et du social, nous pourrons les porter avec force pour éviter de passer sous l'étau de seules contraintes économiques. Merci.